Et donc je vais repasser la parole à Marc qui va introduire et poser les questions et Monsieur Aitam Mana va y répondre progressivement. Voilà. Merci. On a effectivement reçu toute une série de questions, ce qui est bien. Maintenant, pour les systématiser un peu, je pense qu'il y a des questions qui vont plus dans le débat interne en Syrie, et il y a une série de questions qui se focalisent plus sur, on pourrait appeler la question politique internationale. Je propose qu'on parte de là, et qu'ensuite, progressivement, pas dit on s'enfonce, mais progressivement on se concentre davantage sur la question nationale. Donc une première série de questions se pose la question par rapport, je pense, à la communauté internationale, dont on parle souvent, où on constate qu'une série de présidents latino-américains ont défendu donc le gouvernement actuel en Syrie, surtout contre l'ingérence du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et que aussi des pays qu'on dit BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, se sont opposés à, disons, l'ingérence militaire des États-Unis et de la France, enfin d'autres, de ceux qui voulaient en Occident intervenir par la force. Est-ce qu'à votre avis, ça a eu un rôle positif? Est-ce que ça a influencé quelque chose ou pas du tout? Est-ce que ça, au niveau mondial, ça nous dit quelque chose? Il est certain que les pays de BRICS ont, dès le départ, pris position, pas pro-régime, mais contre la violence et contre l'intervention étrangère. Moi, je suis allé en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde. J'ai rencontré les responsables d'une vingtaine de pays membres en Europe et à New York, c'est-à-dire à Genève et à New York. Et elles ne sont pas loin de nos thèses en tant qu'opposition démocratique pacifiste. Et ils ne soutiennent pas Et quand ils parlent de régime, ils parlent souvent de l'ancien régime, c'est-à-dire qu'il faut changer. Ils ne parlent pas qu'il faut garder les structures anciennes, parce que c'est les structures anciennes qui ont donné la crise actuelle et les problèmes actuels. Alors il faut vraiment changer. Mais ils sont pour un changement syrien et un changement aussi pacifiste, comme on dit, graduel pour certains utilisent le mot, un changement qui garantit qu'il n'y a pas de vengeance, qu'il n'y a pas de réaction à l'égard des minorités, surtout le Brésil et l'Inde insistent sur la question des minorités. Il y a aussi une question sur les minorités. C'est vrai que pendant la période d'Assad, on a le sentiment qu'il n'y a pas un problème de minorités religieuses. Les questions nationales, c'est autre chose. Parce que les Kurdes ont vécu une période très difficile, à tous les niveaux. Au niveau des droits essentiels des citoyens et aussi du peuple. Parce que on ne parle jamais assez, mais il y avait double répression pour les Kurdes. Tout ce que le citoyen syrien subit, et en plus, il est interdit de nommer son fils comme il a envie. Il n'a pas la possibilité d'apprendre la langue kurde. Il n'a pas la possibilité de parler avec son voisin dans une administration de l'État en kurde. Et parfois, on interdit des fêtes et des mariages parce que les gens chantent en kurde. Alors, il y avait une répression réelle à l'égard du peuple kurde. Et on peut dire qu'il y avait double
répression. Mais pour les minorités religieuses, c'est différent. En tant que régime semi-laïque, il a donné la capacité aux minorités de prendre place dans plusieurs niveaux de l'État, de l'armée, de participer à la vie politique et d'avoir des leaderships dans l'ensemble des partis politiques. Moi, je donne un exemple de l'opposition. Le Parti d'Action communiste, qui est de l'opposition, avait à un moment donné plus de 50% de ses prisonniers politiques des Alaouites. Alors, il y avait des Alaouites en prison et des Alaouites au pouvoir. Il est certain que le pouvoir Assad a cherché des points d'appui pré-capitalistes, organiques, pré-civils. Mais il ne pouvait pas faire un gouvernement avec ces considérations. Il ne pouvait pas parler de parti basse avec ces considérations. Pour ça, dans le parti basse, ce n'est pas le parti des Alaouites ou des sunnites. C'était un parti politique, autoritaire mais politique. Pour ça, la question des minorités religieuses n'était pas si claire. Il y avait certaines restrictions. Un chrétien n'a pas le droit d'être chef de l'État, par exemple. Mais au niveau de la population, il y avait partage entre le pouvoir et l'opposition de la majorité des groupes confessionnels, ici et là. Moi, j'ai donné un exemple aujourd'hui, par exemple. Moi, je suis président de la section étrangère. J'ai une vice-présidente chiite, vice-président druze, vice-président kurde et secrétaire général chrétien. On a un alaouite qui est responsable aussi de l'organisation. On a une ismaélite qui est responsable de l'information. Ce n'était pas par quota, c'était par élection. Et ils ont gagné comme ça. Parce qu'on n'était pas affiché à l'entrée dans la conférence, dans notre congrès. Ça c'est alaouite, ça c'est sunnite. J'étais obligé de chercher les origines de ce qu'on a élu quand l'Union européenne m'a dit « Mais est-ce que vous avez des minorités chez vous dans le comité de coordination nationale ?» Alors la première réunion, j'ai demandé à chacun son appartenance. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Je ne savais pas que Majid Habbo est chrétien, parce que ce n'est pas un nom chrétien. Je ne savais pas que Sadah Hamza était chiite, parce qu'on a des Hamza sunnites. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, on a une tradition de citoyenneté qui date d'avant Assad, et que même un régime dictatorial ne peut pas abolir. C'est pour ça qu'on a confiance dans la vie. On a confiance qu'on peut, de l'entrée à Genève 2, imposer une charte nationale basée sur la citoyenneté et qui n'accepte pas de faire des distinctions entre hommes et femmes, musulmans et chrétiens, etc. Ça, c'est de départ le premier point qui sera supraconstitutionnel. C'est-à-dire on va imposer, si on peut, de le départ, une charte nationale syrienne qu'une élection réactionnelle au parti basse ou contre quiconque ne peut pas modifier, comme les amendements de la Constitution américaine. Et je crois qu'on va réussir ce coup de le départ, parce que les frères musulmans qui étaient contre sont maintenant dans une situation difficile, alors ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais les autres partis politiques, même le pouvoir, va soutenir un tel projet. Sur la question de Genève, le gouvernement
va donner on va peut-être plus d'assurance à chaque groupe et à chaque citoyen. Parce que ce sera dans le cadre d'un état de droit et pas dans le cadre d'un état de sécurité. Vous allez participer vous-même? Moi, en principe, je dois participer parce que je suis numéro 1 dans la liste de comité de coordination nationale. Et on n'accepte pas qu'on nous impose quiconque. On a été élus par nos membres, par nos partis politiques. On a obtenu des voix et on ne va pas modifier pour les yeux de quiconque. Et deuxième chose, oui, Genève sera un processus. C'est-à-dire, ce n'est pas une séance de 2 jours ou 3 jours. Il y aura ouverture avec des ministres, etc., Ban Ki-moon, tout ce qui ont envie de venir. Mais après, ce n'est pas fermé, c'est ouvert. Ouvert jusqu'à l'aboutissement des points cités dans le communiqué de Genève, une par une. Et là, on peut faire avancer les choses, parce que si on va dire une séance ou 2 ou une semaine, ça ne va pas marcher. L'ouverture de processus politique doit être vraiment à temps plein. C'est notre point de vue, et Brahimi et Ban Ki-moon sont entièrement d'accord avec nous sur ce point. Okay. On va peut-être, parce qu'il y avait quelques questions aussi sur les États-Unis avant de revenir sur la question syrienne. Des questions notamment par rapport au rôle que veulent jouer les États-Unis. Donc vous avez insisté sur le rôle de soutien à l'opposition, la militarisation. Et il y a 2 questions par rapport au plan qu'auraient les États-Unis pour la création de ce qu'ils appellent un grand Moyen-Orient. La question palestinienne là-dedans, et donc aussi le rôle des alliés des États-Unis comme Israël et l'Arabie Saoudite. Bien qu'il y a quelqu'un qui se demande si l'Arabie Saoudite ne devient pas de plus en plus indépendante des États-Unis. Mais donc, est-ce que les États-Unis ont un plan, et surtout, est-ce qu'ils vont être capables de l'imposer, ou est-ce que les problèmes qu'ils ont connus justement avec leurs alliés, disons, dans l'opposition, les ont affaiblis? Moi, je vous dis une chose. J'ai crié dans plusieurs réunions avec Lavrov. J'étais en colère à plusieurs reprises. Désolé, mais Lavrov qui est le ministre des Affaires étrangères russe. Mais il y avait un discours cohérent de Lavrov depuis que j'ai vu la première fois jusqu'à il y a 3 mois. C'est une lignée, une stratégie et des points à négocier. Tandis que les Américains, ils ont changé plus de 20 fois, malheureusement. Une fois, on m'appelle pour me dire « ça y est, on a laissé tomber Genève 2 ». Une fois, il m'appelle pour dire « nous, on revient sur la question de Genève 2 parce que j'ai tout entendu. Tout entendu. Et maintenant, ça fait depuis le mois d'août, ils me boycottent parce que j'ai raconté ça à la télé. Eux, ils demandent toujours que ce soit off. Les réunions, c'est off. On ne doit pas parler à la presse. Alors j'ai respecté 2-3 fois, après je n'ai jusque-là. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et de faire. Parce qu'on ne peut pas travailler vraiment off quand les États-Unis est un partenaire existentiel dans la tenue de Genève 2. C'est-à-dire, c'est vraiment notre avenir. Et nous, on fait le pari de Genève 2 depuis juillet 2012. Alors, on dit, mais arrêtez, ça ne va pas. Pour ça, je ne suis pas certain que maintenant, il travaille à temps plein.
Mais je suis certain qu'ils sont convaincus que les autres choix, les autres options sont pires. C'est la seule chose que je peux dire sur la politique américaine. Ils sont convaincus, Kerry, Ford, Obama, tout le monde, que les autres scénarios sont pires pour les intérêts des États-Unis. Alors combien de pression, combien de vraiment d'actions, de dynamisme vont donner à Genève 2, on va voir. Mais ça, c'est résolu, parce que la dernière fois au département d'État, c'était au mois de mars. On m'a dit, on travaille sur le contournement, c'est-à-dire empêcher que la crise syrienne sorte des frontières syriennes. On ne veut pas de guerre régionale parce que ça va toucher nos alliés. Alors nous, notre théorie est de faire comme Sharon a fait, le mur. Le mur israélien. Le mur, avec les frontières libanaises, israéliennes, turques, etc., pour que la crise syrienne reste à l'intérieur. Et ils ont dit aussi une phrase horrible, que la guerre d'usure en Syrie est dans notre intérêt. Parce que les gens qui se combattent ne sont pas nos amis, sont tous en problème avec nous. Que ce soit Hezbollah, ou Al-Qaïda, ou l'armée syrienne. Alors, comme ça, on se débarrasse. Comme ça. Alors, j'ai dit, cette théorie de Sharon, moi je l'ai appelée, ils étaient fâchés parce que je l'ai appelée de Sharon, ne va pas marcher. Et c'est une épidémie. Et l'épidémie n'a pas de frontières. Nous, en médecine, on dit, même s'il y a des montagnes, l'épidémie va traverser. Alors ici, il n'y a pas de montagne. Ça traverse tout seul, des déserts et des vallées. Ça va aller. Et ils n'ont pas retenu ce qu'on a dit. Ils ont dit, l'option de Genève est à long ou moyen terme, mais pas maintenant. Après 2 mois, les problèmes ont commencé autour de nous, d'une façon très dure. Alors ils ont poussé vers le 7 mai pour ce qu'on appelle retour à Genève 2. Maintenant, ça c'est la situation. Alors combien de temps, si c'est vraiment, cette fois c'est la bonne, j'espère. C'est notre espoir qu'ils sont convaincus que les autres choix sont pires. Mais donc là, le rôle d'Israël, vous ne le voyez pas particulièrement? Non, Israël n'a pas d'intérêt à la fin de la destruction de la Syrie. Même en 20 guerres avec Israël, on ne peut pas détruire ce qu'on a détruit. Ce qu'on a perdu dans la guerre de 6 jours. De territoire, mais pas très peu de maisons. Après la guerre, ils ont détruit les villages de Golan. C'est après la guerre, ce n'était pas un combat. Et là, pour l'Arabie Saoudite, parce que là, vous avez indiqué une certaine connivence entre les Saoudiens. S'il n'y a pas de pression sérieuse des États-Unis, on va avoir un obstacle de la part de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens, comme les Français, sont, comme on a dit l'autre jour, comme une bête blessée. Ils ont le sentiment qu'ils étaient trahis par les Américains, parce qu'ils attendaient une frappe militaire. Ils attendaient. Moi, j'étais à Abu Dhabi, et il y a le rédacteur en chef qui m'a dit à l'Arabia, c'est-à-dire à côté d'eux. À l'Arabia, on dit déjà, les Saoudiens et les Qataris ont payé déjà les pièces à bombarder, c'est-à-dire prepaid weapons, déjà payés.
Alors, vous êtes en train de perdre votre temps pour militer contre le bombardement de la Syrie. Non, ils étaient convaincus que ça va venir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment dans une position facile. Et c'est là aussi peut-être c'est intéressant de faire le lien avec, donc il y a la politique américaine, locale, régionale, etc. Il y a aussi en Europe une question politique qui a été dans l'actualité dans différents pays, en France certainement, en Belgique aussi, a été la question des jeunes belges, français, qui, pour des raisons religieuses ou pour des convictions humanitaires, se sont joints aux combattants ou aux rebelles ou à des groupes armés, etc. Ça a été un débat ici parce que, bon, d'une part, on dit, bon, ces jeunes-là, bon, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils font en Syrie? Est-ce qu'ils font le bien? Est-ce qu'ils doivent partir? Etc. D'abord, les médias sont responsables. Moi, j'étais à Londres il y a 1 an et demi et j'ai dit, vous êtes tous responsables des Anglais qui sont en Syrie, aux médias anglophones qui étaient dans la salle. BBC d'abord, parce qu'il est écouté. On a présenté l'armée libre comme quelque chose d'extraordinaire. Et la présentation de l'armée libre dans les médias occidentaux est meilleure que dans les journaux de leurs propres alliés. Vraiment. C'est les gens, comme j'ai dit aux Anglais, Free Army is beautiful. C'est vraiment les combattants de la liberté. Mais on n'a jamais posé de question, qui sont-ils? Quelle direction politique pour ces gens-là? Est-ce qu'ils sont unifiés? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils sont dans le cadre d'un programme démocratique ou chacun pour soi? On n'a jamais posé de questions. C'était quelque chose contre Assad, ça va. Comme Chevalier a dit, d'abord on fait tomber l'Assad, après on verra. Et après on verra. Mais l'Assad est toujours là, et c'est vraiment les principes de la révolution qui sont tombés. Alors, ça, il y a responsabilité ici. Vous êtes responsable de ces enfants, parce que s'il y avait un média un peu plus objectif et qui explique aux gens qui sont ces militants armés, qu'il y a parmi eux des gens classés sur la liste terroriste. Ce n'était pas le cas. Au contraire, on disait tout le bien de la militarisation. Pour ça, moi j'ai dit ça aux affaires étrangères ici. Vous êtes responsables. Ce n'est pas uniquement ces jeunes-là qui sont responsables. Parce que la plupart d'entre eux n'est pas arabophone. C'est-à-dire, ce n'est pas Al Jazeera qui a influencé ces jeunes. Malheureusement, c'est les médias de ce pays. Et c'est les médiateurs et les cheikhs de ce pays qui ont organisé leur départ. C'est des cheikhs des mosquées ici. Alors, d'abord cette responsabilité. Deuxième chose, vraiment aujourd'hui, vous êtes dans un grand problème parce qu'une partie de ces jeunes va revenir. Ils ont commencé, une partie, à voir que c'est absurde. On tue pour rien. Et parfois, on ne sait pas qui on a tué. Et ils ont vu des choses qu'ils n'acceptent pas à voir. Quelqu'un qui a vécu à côté d'une église pendant 19 ans de sa vie, sans une agressivité particulière ou quoi que ce soit à l'égard de l'église, voit un compagnon d'armes qui détruit une église, ça lui déstabilise, quelle que soit l'idéologie et l'aveuglement de l'idéologie. Alors il y a des choses, des réalités sur le terrain
qui vont faire revenir ces gens-là. C'est à vous de vraiment faire tout un processus de réintégration, rééducation, tout ce que vous voulez, appelez-le. Nous, on est dans la merde, alors on ne peut pas s'occuper aussi de... Qu'ils rentrent ici. Qu'ils rentrent ici le plus tôt possible. Parce que tant qu'ils sont là-bas, c'est soit des morts gratuits, soit des déséquilibres pour la société belge. Et dans les deux cas, c'est des victimes. Donc ils se trompent profondément quand ils pensent pouvoir contribuer positivement au changement en Syrie. Quel changement? Changement vers un État taliban en Syrie. C'était un projet absurde. Ça ne va pas marcher. Au contraire, il renforce l'Assad. Chaque fois qu'il renforce les groupes extrémistes, les gens disent mais l'Assad, c'est le paradis à côté de ces gens-là. Et ils sont en train de renforcer l'Assad. Alors, il y a plusieurs questions aussi sur le rôle de l'Iran et surtout d'un allié du Hezbollah qui joue lui aussi un rôle qui est intervenu aussi ensuite pour contrecarrer l'influence des États du Golfe. Et sur leur point de vue à Genève, est-ce qu'ils vont participer? Quel sera leur point de vue? Et est-ce que comment est-ce que vous jugez ce rôle-là et surtout leur position? Nous, notre politique était dès le départ, nous devons contacter tous les pays du monde sauf Israël parce qu'on est en état de guerre avec Israël. Alors on est allé partout. J'ai présidé la première délégation à Téhéran. Et il y avait des fâchés, beaucoup de gens étaient fâchés de ça. Moi, au contraire, j'ai voulu dire aux Iraniens qui sont l'opposition syrienne, quelles sont les inspirations du peuple syrien, et s'il y a un soutien aveugle au régime, quelles sont les conséquences pour l'avenir du rapport entre les deux peuples. Et je suis allé faire ça, on a discuté, Au début, ils étaient convaincus qu'il y a un complot, le mouvement populaire n'est pas vraiment quelque chose qui a une base sociale, et c'est l'inspiration de l'étranger qui fait bouger les choses en Syrie. Dans notre troisième délégation, je n'étais pas membre, ils ont dit les arguments que vous présentez montrent bien qu'il y a un mouvement social de protestation très fort, que la situation en Syrie ne permet pas que l'ancien régime revienne dans sa forme ancienne. Après, je suis allé voir Salehi, ministre des Affaires étrangères. Il l'a dit franchement comme ça. L'ancien régime est mort. Avec ou sans Assad, avec l'armée réformée ou pas, l'État qui existe avant ne peut plus fonctionner avec le système de sécurité, avec vraiment la répression. Et nous, on va soutenir un changement pacifique, sans intervention étrangère. Là, ils ont commencé vraiment à avoir un discours plus proche de l'opposition modérée, de l'intérieur et de nous. Après, ils ont appelé à une conférence pour l'opposition. On a refusé d'aller. Parce que par principe, nous sommes contre la tenue d'une conférence pour les Syriens à Doha, à Téhéran et à Istanbul. Et à Riyad aussi. On ne va pas. On choisit une ville neutre. Ces 4 villes ne sont pas dans la liste. Le changement qui est arrivé à Téhéran nous a rapprochés encore plus des Iraniens. Parce qu'on a senti que vraiment, ils ont envie de participer à Genève 2 et à soutenir Genève 2. Et ils acceptent le principe de retrait de tous les étrangers
armées, quelle que soit leur place ou leur soutien, mais dans une décision qui implique tout le monde, pas seulement une partie contre l'autre. Et ça, pour nous, c'était positif. Nos collègues aussi rencontraient Hezbollah. Et Hezbollah a promis de soutenir la conférence de Genève. Il a fait une déclaration, Hassan Nasrallah, dans ce sens la semaine dernière. C'est après une rencontre avec des gens du comité de coordination. Si on a ça, c'est déjà bien. On a essayé de contacter les Saoudiens pour cette histoire de Genève 2. On n'a pas réussi. Mais on a envoyé des intermédiaires qui sont allés à Riyad pour parler avec d'autres que Bandar Ben Sultan. Parce que pour nous, la présence de l'Arabie Saoudite à Genève 2 est primordiale. Parce qu'on a un proverbe en arabe qui dit L'Audou al-Ghaib Mushaghib. Celui qui est absent est un élément de trouble. Alors on doit impliquer tout le monde dans cette histoire. Si par exemple demain on va faire un communiqué Genève 2 et on va à Riyad pour dire s'il vous plaît aidez-nous à réaliser ça, regarde comme ça, dit ben, ça ne m'engage pas. Moi j'ai rien à foutre avec ça. Laisse tomber. Mais s'il vient et l'Iranien vient et il signe, ils sont au moins obligés, dans l'apparence, de respecter leur signature. C'est pour ça qu'on demande la présence des Saoudiens et des Iraniens, des Turcs, de tout le monde. Venez. Et le Japonais m'a téléphoné hier, m'a dit, il nous invite, Lavrov, l'ambassadeur de Paris. Qu'est-ce que vous pensez? Je lui ai dit, mais venez, pourquoi pas? Venez tous. Il faut vraiment un soutien international très solide et régional pour faire réussir le processus de négociation et de transition. Sinon, on ne va pas réussir. Merci. Il y a deux questions qui regardent plus la question interne en Syrie, dont vous avez décrit tout à l'heure l'évolution de manifestations pacifiques vers une militarisation. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a, même si une victoire, comme vous avez dit, ne semble pas possible pour personne, une victoire décisive, il y a deux questions qui regardent un peu la situation sur le terrain, la situation, on peut dire peut-être militaire. D'une part, qu'une partie de cette armée libre, donc cette armée qui était formée pour être un peu l'alternative pour combattre l'armée nationale, que cette armée-là, une partie de cette armée-là sera maintenant prête à se rejoindre à l'armée gouvernementale pour combattre les djihadistes. Donc après Genève. Oui. Mais pas avant. Pas avant Genève. Non. Okay. Non, moi je participe à cette histoire. Laissez là. C'est après Genève. Maintenant, on prépare le terrain, après Genève, on parlera. Après Genève, on parlera de ça. Voilà. Donc la question est prématurée, je suis désolé. Tous ceux qui sont pour une solution politique et pour un programme démocratique sont les bienvenus. Et on va trouver une solution avec eux. Tous ceux qui sont pour un État idéologique ou extrémiste, ou pour continuer dans le cadre de la violence, on va repositionner l'ensemble des parties de conflit dans le cadre de Genève, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors ne soyez pas étonnés si demain on est côte à côte des officiers dissidents et des officiers de l'armée avec des Kurdes, militants armés kurdes, qui combattent ensemble contre les obscurantistes. C'est faisable. Tout est faisable. Mais il y a une deuxième question qui va dans le même sens, et j'espère qu'elle ne soit pas prématurée. C'est qu'il y a aujourd'hui un discours de certaines personnes loyales au gouvernement
qui disent qu'aujourd'hui, il y a eu des tentatives pendant les manifestations d'arrêter, de la part des dirigeants de police, d'arrêter des éléments individuels, des policiers, etc., qui voulaient tirer sur des manifestants. Et que donc ils auraient désarmé une partie de leurs propres hommes. Est-ce que ça c'est une info véridique ou est-ce que vous dites non, ça c'est de la propagande? Écoutez, quand on a des manifestations avec la participation pendant un mois, au moins le mois de juillet, de 2 millions d'individus chaque vendredi, 4 fois, il y a de tout dedans. Le régime dit qu'il y a des manifestants qui ont tiré. Il suffit d'un fou pour tirer. Il suffit d'un élément trouble qui vient de Liban ou qui vient de l'étranger pour provoquer la violence. Alors, vous croyez qu'on avait, comme ici, CGT, etc., qui organise tout va bien. C'est des gens qui ont manifesté avec ce nombre pour la première fois de leur vie. La première fois de leur vie. Et on veut que tout soit dans l'ordre bien fait. C'est pas des Suédois. Écoutez, c'est des gens qui ont vécu 40 ans sous un régime dictatorial. Alors, prenez ça en considération. C'est pour ça, toutes ces histoires existent. Tout existe. Il y a des gens qui ont vraiment cherché à acheter un pistolet. Il y a des gens, il y en a tout. Mais ce n'est pas le mouvement populaire. Ce n'est pas les millions. C'est 10 ici, ou 15 ici, ou 20 ici, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a dit, vraiment, la militarisation était la restriction d'un mouvement populaire dans un cadre limité, très limité même. Et c'est la catastrophe qu'on a obtenue maintenant. C'est-à-dire maintenant, beaucoup de gens qui sont entrés sur la place publique, sur la vie politique, se sont retirés par réaction et par peur. Parce que certains d'entre eux, ils ont vu l'absurdité de certains groupes armés, l'anarchie, vol des maisons, aussi enlèvement, demande de rançon, des histoires. Ils ont dit, c'est des bandits. Ça, c'est pas des révolutionnaires. Alors, comment on demande à ces gens-là de soutenir la lutte armée? Mais c'est impossible. C'est pour ça, moi, je les défends tous les jours. On me dit, vous êtes l'avocat du diable. Non, je ne suis pas l'avocat du diable. Je suis l'avocat de l'ange qui a refusé de salir les mains avec des théories. Tous les jours et pour n'importe quoi, n'importe comment. On a des combats bidons. Parfois, on attaque un petit village qui est arbitre des déplacés. Moi, Rars, par exemple, on avait 4000. Les habitants ordinaires, c'est 1200. Et les autres sont des déplacés qui ont trouvé refuge. Alors, avec 12 militaires, 12 armées libres à l'époque, on a fait vraiment 3800 réfugiés en Jordanie. Pourquoi? Pour déclarer la ville libérée, le village libéré. Le village libéré, c'est 25 maisons. Hein? C'est-à-dire après un seul bombardement, 6 d'entre les 12 sont morts. Maintenant, les 6 qui restent occupent le village et les autres réfugiés sont en train de mourir dans le froid et la faim et la maladie. Et si personne déclare un village libéré, un village qui n'a pas d'importance stratégique, rien, parce qu'on a donné l'avantage aux militaires et on n'a pas eu une direction politique pour ces gens-là. Alors, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de stratégie politique ou militaire. Chacun fait comme bon lui semble. Alors, on a eu vraiment des catastrophes. C'est pour ça que les extrémistes ont pris le devant, parce qu'ils ont une stratégie, ils ont un programme politique et ils ont un projet d'émirat islamique. Alors les gens disent, mais ces gens-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire.
tandis que les autres ne savent pas. Et c'est ça, malheureusement, qui a donné l'avantage aux groupes extrémistes. Alors, il y a une dernière question, donc on va pouvoir terminer à temps. Ça regarde le rôle, donc on a parlé d'une part des jeunes qui partent d'ici, on a parlé aussi du rôle qu'ont joué certains gouvernements occidentaux. Le gouvernement belge qui à l'époque aussi se tâtait, il y avait certains eurodéputés qui défendaient l'option militaire, il y avait, comme on disait tout à l'heure, des jeunes qui pensaient partir, mais ils partaient tous du sentiment de, face à ce drame humanitaire en Syrie, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Alors là, la question est évidemment, est-ce vrai, est-ce faux? Parce que là, comme je vous entends, c'est plutôt le trop d'intervention qui a causé le problème plutôt que le contraire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire, vous pouvez dire à des gens qui se trouvent face à ce sentiment-là? Si on est victime de ces étrangers armés qui sont arrivés sur le territoire syrien, on est encore plus victime des marchands d'illusions qui ont vendu aux Syriens que nous allons arriver. Nous sommes victimes d'un Alain Juppé qui a dit « Nous allons imposer un corridor humanitaire ». Victimes de ceux qui ont parlé de no-fly zone, Zone d'exclusion aérienne. Oui, en Syrie. Qui ont demandé de faire un vendredi pour ça aussi. Des oulémas qui ont demandé le NATO. Il y a des oulémas qui ont demandé Qaradawi est devenu le mufti de NATO. De l'OTAN. Alors, on a vu beaucoup de choses. Vraiment, en 2 ans et demi, toutes les stupidités du monde, on a vu. Et ils sont tous responsables. Moi, vraiment, je n'ai pas de pitié de ces gens-là qui ont dit aux jeunes, écoutez, sortez, prenez les armes et vous allez recevoir les meilleures armes au monde. On a entendu ça. On a entendu ça à des jeunes qui ont 18 ans et qui sont maintenant dans les tombes, qui sont tous morts gratuitement. Parce qu'on a vendu des illusions. Non, ne vous inquiétez pas. On a des garanties. Et aussi, quelques responsables politiques du Conseil national syrien. Ils disent non. On a reçu des garanties des pays de Golfe. Et les meilleures armes au monde, on va recevoir. Et tout ça nous a fait entrer vraiment dans une guerre absurde. Et on a perdu toute une génération. Toute une génération. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants. Parce que c'est vraiment un pays en catastrophe, un pays détruit. Moi, je vous dis une chose. Si le printemps arabe a coûté aux 5 pays concernés 800 milliards de dollars, la Syrie seule, on a perdu 350 milliards de dollars. Alors imaginez les dégâts. Et comment on peut faire pour reconstruire? J'ai bien compris que les appels de certains exponents de la société civile ou politique à plus d'armes, etc., n'aident pas, etc. Mais bon, il y a aussi, je suppose, d'autres appels à la solidarité venant de la société civile occidentale qui peuvent être utiles. Je pense à l'action humanitaire. Pas seulement l'action humanitaire. Peacemakers. On peut négocier à Genève des groupes qui nous aident à faire revenir les gens dans leur village et qui arrivent à faire ce qu'on appelle cessez-le-feu local. On peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de travail dans le pays, ne vous inquiétez pas. Mais moi je crois que la militarisation a marginalisé le rôle de Global Civil Society. Elle les a marginalisés tous. Et on doit maintenant, avec le processus politique, faire revenir les acteurs
de la société civile pour nous aider parce qu'on a besoin de tous. D'accord. Ben, c'est un message clair envers la société civile ici en Belgique. J'espère que les organisations concernées pourront en profiter. Ben, je crois que là, on a le temps de conclure. Tout d'abord, je voudrais commencer en vous remerciant énormément pour cette intervention, pour le temps. Et voilà, aussi évidemment notre public et pour toutes vos questions tout à fait intéressantes. Je propose de vous applaudir un instant. Merci. Merci à vous. J'espère que la prochaine fois sera vraiment dans une situation meilleure.